C'est une grosse question. Je commencerai en disant que pour moi, il n'y a pas une laïcité, mais des laïcités. Et puis la laïcité, au fond, ce dont je m'aperçois de plus en plus, c'est que c'est difficile de la considérer comme une catégorie ontologique, au sens d'un contenu spécifique. C'est plus un contenant, je pense, qui nous permet une sorte de révélateur, d'observatoire, de laboratoire, qui nous permet d'observer toutes sortes d'autres choses à l'intérieur de ce que l'étiquette peut recouvrir, comme des enjeux liés au nationalisme, à l'histoire récente et plus longue du Québec, au rapport de force entre majorité et minorité, et à notre conception du lien social. Au fond, je pense que c'est surtout ça, la laïcité. Et c'est la raison, selon moi, principale pour laquelle on ne s'entend pas socialement sur ce qu'elle devrait être. Alors, la laïcité, selon les auteurs du début des années 2000, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont vraiment formalisé ces principes au Québec, ce sont 4 principes qui sont essentiellement juridiques. La séparation de l'Église et de l'État, la neutralité de l'État, l'égalité des individus et la liberté de conscience et de religion des individus. Ce sont des principes qui sont déjà intégrés aux chartes juridiques dont on dispose au Québec et au Canada. Alors que la sécularisation, ça fait plutôt référence au modèle culturel, aux normes culturelles qui vont orienter les conduites, les comportements sociaux. Alors, c'est la perte de pertinence sociale du religieux dans l'orientation de nos vies. C'est qu'il y a, je pense, 3 moments pivots. Le premier, c'est vraiment celui de la déconfessionnalisation du système scolaire. Bien que le mot laïcité existait avant, les gens n'étaient pas complètement ignorants de cette réalité-là, mais avant les années 90, on retrouve des articles de temps en temps dans des ouvrages qui viennent surtout du clergé cultivé ou des élites cultivées, qui portent sur le mot laïcité, mais c'est systématiquement accolé à la référence française. Donc, c'est pas vraiment un terme qui va être convoqué directement dans le débat public politique québécois. Donc, c'est la différence. À partir de 1990, les choses changent. Vous savez un peu le contexte. J'imagine, on ne repassera pas tout en détail les étapes là, de la déconfessionnalisation scolaire, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les commissions scolaires linguistiques ont été créées en 1997. Le gouvernement de Pauline Marois du PQ, paradoxalement, parenthèse, met sur place un groupe de travail sur la place de la religion à l'école pour essayer de voir comment on peut ajuster le système scolaire qui est confessionnel aux réalités qui sont très mouvantes de la société québécoise, qui changent de forme, qui sont marquées par une immigration et une sécularisation croissante. Donc, ce groupe de travail-là aborde le statut de l'école, l'enseignement confessionnel, l'animation pastorale, procède à une large consultation aussi publique et dépose un rapport qui s'appelle « Laïcité et religion ». Nouvelle perspective pour l'école québécoise. Et cette laïcité-là, elle a surtout été pensée à ce moment-là dans une perspective libérale de défense des droits fondamentaux. Et d'ailleurs, dans le groupe de travail, dans le rapport du groupe de travail, on ne définit pas, on fait très peu appel au mythe de la majorité fragile au Québec. On place plutôt la société québécoise dans la position d'une société démocratique libérale qui défend ses droits fondamentaux, qui est marquée par des transformations diverses et qui veut bien reconnaître ces changements-là pour aller vers l'avenir. Et donc, le rapport ne chasse pas la religion des écoles. Au contraire, il lui réserve une place. Il réitère sa pertinence sociale et culturelle, mais en ne faisant plus de cette catégorie-là une sorte de matrice surplombante des savoirs scolaires. Là. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à ce moment-là, on ne parle que des institutions, en l'occurrence l'institution scolaire. Parce que c'est là où il y a des besoins sociaux qui s'expriment et que le gouvernement sent qu'il a besoin de se pencher pour répondre à une nouvelle conjoncture sociale. Mais il n'est pas question des individus, il n'est pas question des signes religieux, il est question uniquement des aspects institutionnels
de neutralité de l'État et de séparation de l'Église et de l'État qui permettent en fait la libre expression des croyances religieuses à l'intérieur des, en l'occurrence des parents, à l'intérieur des institutions comme l'école. À partir de ce moment-là, la laïcité existe dans le débat social et politique. Peu après, même la même année, on se retrouve avec l'affaire Multani. Donc, ce qui marque, selon plusieurs auteurs qui s'intéressent à la laïcité, pas mal le moment déclencheur de la grosse controverse, la grosse escalade médiatique qui va précéder le rapport Bouchard-Taylor. C'est là le deuxième grand moment pivot, je pense, dans l'évolution de la laïcité. Le troisième, c'est le moment, je pense, vraiment de la charte, du projet de charte des valeurs, donc du projet de loi 60, qui a marqué un tournant décisif dans l'évolution des débats autour de la laïcité, parce que désormais, la laïcité n'est plus conçue comme seulement un principe juridique ou un ensemble de principes juridiques. Elle est passée du côté normatif, du côté narratif, du côté du récit. Et à ce moment-là, elle est fortement associée aux valeurs québécoises. Vous vous rappelez que le titre du dépliant du projet du PQ, c'était nos valeurs, on y croit. Sur le plan politique aussi, on voit que à ce moment-là, il y a eu une porte ouverte. Et je pense que la CAQ est embarquée dans cette porte, a ouvert suivi cette trajectoire-là en disant, bien, la laïcité, c'est plus juste un principe d'aménagement des rapports fondamentaux avec l'ordre public, comme le soutenait entre autres Bouchard-Taylor. C'est aussi le respect, la façon d'affirmer une valeur forte québécoise. Et l'exemple le plus peut-être probant de ça, c'est le désir de la CAQ de garder le fameux crucifix à l'Assemblée nationale. Alors que Bouchard-Taylor n'aurait jamais accepté ça. Je ne pense pas. En tout cas, pas à tous les égards. Certainement pas. Parce que l'idée avec le rapport Bouchard-Taylor, c'était vraiment d'aller pousser le plus possible le respect des droits fondamentaux en lien avec la liberté de conscience et de religion, la liberté d'exprimer ses convictions les plus profondes dans le respect de l'ordre public, évidemment, et tout ça. Il recommandait, pour ce qui est des signes religieux, une discrétion pour les hautes fonctions, par exemple, de l'État, les juges, les policiers, tout ça. Mais c'était pas au cœur du rapport comme tel de la question même des signes religieux. Pour eux, c'était juste une façon de s'assurer qu'il n'y ait pas de présomption de partialité chez des personnes qui occupaient les hautes fonctions d'autorité de l'État. Je pense que c'était une erreur politique grave. Après ça, elle a essayé de nuancer ses propos en disant qu'au fond, ce qui posait problème, ce n'était pas le signe lui-même, mais c'était l'imposition d'un signe religieux quel qu'il soit. Donc, elle a aussi élargi la cible à d'autres signes potentiels et elle a parlé plutôt de l'attitude d'imposition. Mais la réalité, les études scientifiques ne nous montrent pas qu'il y a de l'imposition fréquente de signes religieux par des personnes sur d'autres. Alors, je vois pas dans quel terreau elle s'enracine pour affirmer des choses comme ça. Et ce qui me choque aussi d'un point de vue normatif, c'est que c'est cette tendance-là de plusieurs acteurs sociaux au Québec, de plusieurs individus ou groupes, à penser que les individus ne sont pas libres, ne sont pas dotés d'agentivité, ne sont pas en mesure de décider ce qui est bien pour eux-mêmes, d'être stratégiques dans leur comportement. Parce qu'il faut toujours, dans certains discours, on pense qu'on est toujours mieux placé pour que les individus eux-mêmes pour leur dévoiler le sens de leur comportement, les ressorts cachés de leur choix. Alors, ça ne me semble pas cohérent, en tout cas d'un point de vue à la fois personnel, citoyen et scientifique, avec ces fonctions de ministre de la Condition féminine, qui selon moi devraient être au contraire un exemple là,
un porte-étendard de cette notion-là d'agentivité chez la femme, de l'appuyer dans ses choix, quels qu'ils soient. Les polarisations sociales, identitaires, des replis et plus de xénophobie. Déjà, après le fameux dépôt du projet de Charte des valeurs, qui est mort dans l'œuf, il y a eu plusieurs groupuscules qui sont généralement considérés comme d'extrême droite, dont la Meute, qui a presque recopié textuellement, ou en tout cas calqué la terminologie du Parti québécois pour parler dans des termes qui sont socialement acceptables, mais qui flirtent avec l'islamophobie, de la limitation des signes religieux. La Meute écrivait dans son manifeste de 2018, par exemple, la Meute demande l'adoption d'une charte de la laïcité qui affirmera la neutralité religieuse de l'État québécois. Les fonctionnaires en position d'autorité ne devraient en aucune occasion, lors de leur travail, porter de signes religieux ostentatoires. Ce sont des mots qui viennent du document d'orientation du projet de Charte des valeurs. Donc, ça a des effets délétères sur le plan social, des décisions comme ça, parce que c'est instrumentalisé par d'autres groupes aussi qui veulent aller plus loin dans la limitation de l'expression religieuse, par exemple, surtout des groupes minoritaires, mais qui ont besoin d'utiliser une terminologie, un vocabulaire qui respecte quand même les frontières socialement acceptables de ce qui se dit et de ce qui ne se dit pas. Donc, moi, ce qui me fait très peur, c'est la polarisation, c'est-à-dire sous toutes ses formes. Ça veut dire des personnes qui se sentent exclues déjà par les décisions qui peuvent être prises, par des actes qui ont cours quotidiennement presque dans notre société, mais dont on n'entend pas toujours parler, des crimes haineux à différents degrés, des insultes, des choses comme ça, donc qui pourraient être encore plus amenés à vivre du repli. Et de l'autre côté, un petit peu dans les groupes qui se définissent comme majoritaires, il y a toute la mouvance d'extrême droite qui est en train de se développer et qui n'est plus le fait de quelques individus dans leur sous-sol ou de loups solitaires. Par exemple, la Meute et d'autres groupes ont plus de 40 000 personnes qui les suivent sur Facebook. Ils ont applaudi après l'élection de la CAQ parce que, justement, ça respectait leurs revendications concernant la limitation des droits fondamentaux sur le plan religieux. Donc, c'est le développement de ces mouvances-là qui n'aurait pas été possible, je pense, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ça laisse un climat qui permet un peu la libération de la parole, la libération des propos racistes, mais sous des formes toujours un petit peu plus subtiles, culturelles, et des actes plus graves encore, comme ceux d'Alexandre Bissonnette, qui va recevoir sa sentence aujourd'hui. La loi, c'est un cadrage normatif extrêmement important. C'est le plus concret, le plus achevé qu'on puisse retrouver dans une société. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes en sciences qui s'intéressent à l'étude du droit. C'est un bel analyseur de la société. Donc, cette loi-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cadre un problème et elle propose un diagnostic. Alors, c'est sûr qu'après ça, ça marque les esprits, ça marque l'imaginaire collectif, ça marque la vision sociale, politique et cognitive de ce que c'est le religieux. Alors, après ça, ça devient le repère. Donc, dans la carrière de la laïcité, ça permet de monter une marche de l'escalier vers autre chose, parce qu'après ça, les décisions vont le plus souvent, probablement, se référer à cette loi-là. Donc, ça va marquer un moment pivot. Et donc, les acteurs politiques et sociaux vont pouvoir se référer toujours à cette loi-là, qui déjà ne repose sur très peu, en tout cas qui repose très peu sur très peu de fondements concrets.